suite appeler Jacques Percebois, professeur émérite à l'Université de Montpellier, économiste, spécialiste de ces questions énergétiques, auteur de très nombreux ouvrages sur le sujet, qui va venir s'exprimer maintenant devant vous. Alors, je vais vous donner le micro parce que tout le monde... Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, attendez, est-ce qu'il est... Regardez. Comme moi aussi, je voudrais avoir mon poids en uranium, je vais tâcher de respecter les 15 minutes. Alors, la question qu'on m'a posée, c'est que faut-il craindre pour demain sur le prix de l'électricité? Donc, je vais prendre les trois éléments constitutifs du prix de l'électricité, à savoir le coût de fourniture, les réseaux et les taxes, en insistant sur le premier point, en étant plus rapide sur les deux suivants. Alors, mais vous êtes sûr qu'il est branché? Oui, oui. Oui, il est branché. Ah ben voilà. Donc, chacune des composantes. Concernant le coût de fourniture, qui représente en principe un tiers, mais récemment c'était beaucoup plus à cause de l'augmentation du prix du gaz, on a deux questions pour demain. La première question, c'est le niveau du coût, qui va dépendre bien sûr de la quantité d'électricité renouvelable injectée, qui peut être très variable, et par conséquent, dans certains cas, certains s'attendent plutôt à une baisse du prix de gros. D'autres considèrent qu'il n'est pas exclu qu'il y ait une augmentation, surtout si le prix du gaz s'envole, comme c'était le cas en 2022. Car n'oublions pas que les centrales à gaz sont souvent les centrales marginales qui font le prix aux heures de pointe, dans la mesure où le système sur le marché de gros est un système fondé sur le coût marginal. Alors, l'autre élément important pour demain, l'autre incertitude, c'est la volatilité des prix de gros. Cette extrême volatilité, on y a déjà beaucoup insisté, et qui tient au fait qu'on a de l'électricité intermittente. Alors, j'aime bien citer à mes étudiants cette phrase de Marcel Boiteux: « Achèteriez-vous une voiture qui démarre un jour sur 4 sans savoir lequel ?» Donc, il n'y a pas vraiment un marché pour une activité ou un produit qui est aléatoire. C'est la question qu'on peut en effet poser. Donc, l'augmentation de cette volatilité va entraîner une augmentation des prix négatifs. Aujourd'hui, les prix négatifs, c'est 5% du temps. Donc, c'est relativement important. Alors, ça tient au fait que le système de rémunération de ces renouvelables est en cause. Pour les obligations d'achat, il n'y a pas d'incitation à arrêter de produire quand les prix sont négatifs. Ce n'est pas vrai pour les compléments de rémunération, parce que la condition pour obtenir le complément de rémunération, c'est évidemment d'arrêter d'injecter lorsque les prix deviennent négatifs. Donc, il faut au moins favoriser plutôt le complément de rémunération plutôt que les obligations d'achat. Donc, si on regarde les solutions, il y en a en effet plusieurs. La première, c'est d'aménager les dispositifs de soutien aux renouvelables. Ça, c'est déjà un élément tout à fait important. Inciter peut-être aussi les producteurs de renouvelables à plutôt signer des contrats sous forme de PPA. Mais le point essentiel, c'est bien sûr de limiter la quantité de renouvelables dans le mix électrique. Alors, si les prix du gaz s'envolent demain, ce qui n'est pas complètement exclu, ce n'est pas le cas aujourd'hui, les prix du gaz ont tendance à baisser, mais l'incertitude politique, géopolitique, fait qu'une augmentation du prix du gaz demain n'est pas du tout à exclure. Le consommateur sera quand même protégé avec le nouveau système du VNU, vous savez, ce système de versement du nucléaire universel qui fait qu'au-delà d'un certain prix de gros, eh bien, il y aura une taxation du prix. Donc, il y aura deux seuils, un seuil où 50% du prix sera prélevé et redistribué aux consommateurs et 90% au niveau d'un deuxième seuil. Donc, il y aura quand même une garantie contre la hausse. Il n'y a pas de garantie contre la baisse, mais il y a une garantie contre la hausse. L'autre point important, une autre mesure, c'est peut-être de réformer la tarification au niveau du consommateur. On le cherche à l'heure actuelle, c'est-à-dire d'inciter le consommateur à consommer aux nouvelles heures creuses. Et ces nouvelles heures creuses, elles sont aujourd'hui tarifées, je dirais, à tarif complet, c'est-à-dire comme des heures pleines. Et les nouvelles heures creuses, c'est l'après-midi, entre midi et 16 heures. Alors, est-ce que la modification du tarif suffira? Est-ce qu'il faut inciter le consommateur avec des aides? Ça va encore être coûteux si on introduit des aides.
Mais plus fondamentalement, une mesure qui pourrait régler une large partie de la question, c'est de réformer le fonctionnement du marché de gros. C'est-à-dire d'ajuster le méritordaire sur la base des coûts marginaux complets. C'est-à-dire en tenant compte non seulement du coût du combustible, ce qui est le cas à l'heure actuelle, le coût de fonctionnement pour l'essentiel, c'est le coût du combustible, mais en y ajoutant l'externalité. J'avais avec un collègue fait un papier sur ce sujet en montrant que ce qu'on appelle pudiquement la modulation, en fait, c'est un effet d'éviction. C'est-à-dire qu'on arrête du nucléaire avec un manque à gagner qui a une répercussion sur les coûts, alors que cette électricité pourrait être produite. Alors vous allez me dire, comment comptabiliser cette externalité ? Il y a deux solutions qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre. La première, c'est de dire je prends le coût du backup. C'est-à-dire, au fond, quand il n'y a pas d'électricité renouvelable, je regarde quelle est la centrale qui vient en secours. En général, c'est une centrale à gaz. Donc, on va dire on prend un coût du backup qui peut être normatif. L'autre solution, c'est de prendre un coût du stockage. Avec un collègue, là encore, on a fait une étude en prenant un coût du stockage qu'on ajoutait au coût marginal des renouvelables. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on le fait déjà pour les centrales fossiles. Quand vous prenez des centrales à gaz ou des centrales à charbon, non seulement c'est le coût de fonctionnement qui correspond, pour simplifier, au coût du combustible, mais on y ajoute le coût du CO2. Par conséquent, puisqu'on ajoute le coût du CO2 aux fossiles, on pourrait ajouter un coût externe de stockage pour les renouvelables. Ça modifie le merit order. Ça modifie l'ordre d'appel des centrales. On l'avait montré, les centrales renouvelables passent après les centrales nucléaires. Donc, si vous prenez un système fondé sur l'appel des centrales sur la base du coût marginal, automatiquement, à ce moment-là, les centrales renouvelables passent après. Bon, d'autres solutions sont possibles à plus long terme. Certains disent qu'il faudrait créer un double marché de gros, c'est-à-dire un premier compartiment fondé non pas sur les coûts marginaux, mais sur les coûts moyens, c'est-à-dire ce sont les centrales à forte proportion de coûts fixes, notamment bien sûr le nucléaire, mais aussi les renouvelables, forte proportion de coûts fixes, qui seraient mises aux enchères sur la base non pas du coût marginal, mais du coût moyen, total, complet. Et vous auriez un deuxième compartiment qui concernerait cette fois en complément un prix de gros qui allait sur le coût marginal des centrales fossiles, car pour les centrales fossiles, c'est la proportion de coûts variables qui est tout à fait déterminante. Donc certains ont proposé ce modèle au moment de la grande crise en 2022. Ça vaut le coup peut-être, je dirais, de l'étudier. Alors vous voyez tout de suite que si on prend ce modèle, si on prolonge un peu l'idée, on pourrait demain avoir un système qui débouche sur l'acheteur unique, ce qu'avait proposé la France au début de la libéralisation, c'est-à-dire que RTE fait des appels d'offres, non pas sur la base des coûts marginaux, mais sur la base de contrats à moyen terme fondés sur le coût moyen. Et à ce moment-là, on a un système un peu différent qui fait que, on n'aurait plus cette volatilité permanente, surtout dans un mix électrique où le poids du nucléaire est relativement important. Ça, c'est le premier point sur la première composante. Deuxième composante, c'est le coût des réseaux. Alors, la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Concernant le coût des réseaux, il y a deux problèmes. Tout d'abord, l'évolution du TURP, qui est orienté à la hausse pour deux raisons. Le coût de raccordement de l'électricité décentralisée, plus d'ailleurs que l'électricité renouvelable centralisée, c'est l'électricité renouvelable décentralisée qui va poser problème. Car là, il y aura une augmentation sensible, on le voit, dans les prévisions des investissements d'Enedis. Non pas de RTE, c'est déjà vrai pour RTE, mais pour Enedis, c'est important parce que l'électricité, à ce moment-là, est complètement décentralisée. Vous me direz que les gaziers ont le même problème, puisque GRDF doit aussi tenir compte du fait que si on développe le biogaz ou autre, il va falloir raccorder tous ces producteurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. L'autre problème, c'est le coût des interconnexions. Le coût des interconnexions transnationales, et qui, je dirais, est prévu dans le cadre de la programmation nationale, mais aussi les objectifs européens, qui peut aboutir à du surinvestissement. Le gros problème des réseaux, souvent, c'est le surinvestissement. Les économistes connaissent bien ça, c'est l'effet Haver-Johnson. Un réseau a naturellement tendance à se développer en surinvestissant. Bon, alors vous me direz qu'il y a un régulateur qui est là pour vérifier qu'il n'abuse pas de sa position. Mais c'est quand même une question importante. L'autre question,
c'est un phénomène qui aujourd'hui devient plus important, c'est l'existence de ce qu'on appelle les loop flows. C'est-à-dire que ce sont des flux de transit un peu particuliers. Au fond, pour simplifier, sur le graphique, on le voit bien, vous avez des flux commerciaux qui correspondent à des flux physiques, ou des flux physiques qui correspondent à des flux commerciaux. Un pays A exporte vers un pays B, donc il y a à la fois un flux commercial et un flux physique. Mais vous avez aussi des flux de transit. Ça, ce sont les lois de Kirchhoff qui font qu'un pays A exporte vers un pays B, mais peut passer par un pays C. Ça, c'est des flux de transit. Mais le problème, c'est pas ça. Alors déjà, le transit, ça existe et ça pose évidemment un problème d'investissement dans le pays de transit. C'est le cas de la France qui, je dirais, véhicule une partie du solaire espagnol. Mais le problème, c'est lorsque un pays est obligé de laisser passer une électricité produite dans le pays A qui retourne dans le pays A. Ça, c'est ce qu'on appelle les flux de transit parasites, parce que ceux-là, a priori, ne sont pas comptabilisés dans la rémunération. Alors, avec un collègue, on vient de sortir un papier dans la revue de l'énergie où on essaye de quantifier les flux de transit dus notamment aux renouvelables allemands. Les renouvelables allemandes injectent beaucoup dans le nord, ont du mal à aller vers le sud parce qu'il n'y a pas assez de réseaux de transport, et par conséquent passent par les pays limitrophes, la Pologne d'un côté, la Belgique, la France de l'autre. Donc ça passe par la France, ça repasse par la Suisse et ça remonte vers l'Allemagne. Vous allez me dire, ce n'est pas très facile, et on a eu beaucoup de mal à essayer de quantifier ces flux de transit parasites. Alors, parce qu'on ne sait pas distinguer un flux de transit qui est normal d'un flux de transit parasite. On a fait une approximation à travers des corrélations. Quand vous avez une très bonne corrélation entre les flux physiques, entre l'Allemagne et la France, en même temps des flux de transit importants entre la France et la Suisse et des flux de transit importants entre la Suisse et l'Allemagne, vous pouvez supposer, sans être complètement affirmatif, qu'il y a en effet un problème de low flow. Alors que faut-il faire face à ça? Eh bien, première solution, ce qu'on observe déjà, c'est que certains pays mettent en place des interrupteurs déphaseurs aux frontières. C'est notamment le cas de la Pologne, pour ne pas être victime de ces low flows. D'ailleurs, des pays du Nord se plaignent beaucoup de l'électricité allemande. La Suède, et la ministre suédoise en Suède, la ministre suédoise de l'énergie en Suède a dit la chose suivante. On ne veut pas que les prix suédois soient tributaires de la politique allemande. Parce qu'à certains moments, il y a trop d'électricité allemande d'origine éolienne. Ça fait chuter nos prix. À d'autres moments, c'est l'inverse et ça les fait monter. Donc, la première solution, des interrupteurs déphaseurs. Deuxième solution, obliger le pays de départ à augmenter son réseau. Il faut que l'Allemagne investisse dans les réseaux de transport. Le problème, c'est que ce n'est pas facile parce que les populations s'y opposent. Et c'est relativement coûteux. La troisième solution que la Commission européenne étudie en ce moment, c'est de créer plusieurs zones de prix de l'électricité, plusieurs prix de gros. Alors là, j'ai une carte qui montre que des zones différentes, ça existe déjà. Vous avez 4 zones en Suède, 5 zones de prix en Norvège, vous avez 2 zones de prix au Danemark, vous en avez plusieurs aussi en Italie. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vous créez plusieurs zones de prix et par conséquent, là où il y a beaucoup d'électricité injectée, les prix vont chuter. Là où ce n'est pas le cas, les prix vont monter. Il y aura évidemment tendance pour les consommateurs industriels notamment, ce n'est pas vrai pour le domestique, d'aller se positionner dans les endroits où les prix sont bas et aux producteurs d'aller se positionner là où les prix sont rémunérateurs. Au fond, n'oublions pas que pendant longtemps en France, les prix de l'électricité n'étaient pas les mêmes sur l'ensemble du territoire. Pourquoi y a-t-il beaucoup d'électrochimie, par exemple dans la région de Grenoble? Moi, je suis grenoblois, c'est tout simplement parce que, historiquement, les prix de l'électricité étaient plus bas dans la région de Grenoble que dans d'autres zones. Les industriels, d'ailleurs, eux-mêmes construisaient des barrages. Donc, cette idée de zone, évidemment, a des inconvénients, des avantages. L'avantage, c'est que ça économise des coûts de réseau. L'inconvénient, c'est qu'on remet en cause la péréquation spatiale des tarifs. Et donc ça, c'est évidemment une question qui doit être posée. L'autre élément, c'est que vous pouvez avoir des zones dans lesquelles il n'y aura pas assez de liquidités. Et donc à ce moment-là, il y aura une incidence sur les prix de grosse. Mais c'est une question qui mérite d'être posée. En même temps d'ailleurs que mérite d'être posée la question de l'avantage des interconnexions. On dit toujours les interconnexions, c'est bien. Regardez, l'année dernière, on a eu 5 milliards d'excédents nets grâce aux exportations. D'aucuns font observer que si l'électricité en partie avait été vendue en France, les prix gros auraient été plus bas,
que ça aurait pu inciter la localisation de certains industriels et qu'au fond, en exportant une électricité bon marché, on favorise la réindustrialisation de nos voisins. Donc, c'est un peu caricatural comme approche, mais en tout cas, c'est une question qui mérite d'être posée. Le dernier point, c'est concernant les taxes. Concernant les taxes, eh bien, on s'aperçoit que l'électricité est beaucoup plus taxée que le gaz, par exemple, et même que d'autres énergies fossiles. Ça, c'est important, c'est un document de l'UFC, de l'UFE, que dirait le bon docteur Freud. Hein. Mais c'est en effet un document de l'Union française de l'électricité qui montre que l'électricité est relativement taxée. Pourquoi ? Pour des raisons historiques. Pour des raisons historiques, merci. Tout simplement parce qu'au départ, la taxe, l'accise qui a été mise en place, c'était la CSPE, qui était là pour compenser le manque à gagner des renouvelables par rapport au prix garanti. Et donc l'idée, c'est on pourrait baisser, parce qu'il n'y a plus de raison qu'elle soit aussi élevée, la TICFE aujourd'hui. C'est à peu près la seule marge de manœuvre à court terme dont dispose le gouvernement. Alors soyons pas naïfs, lorsque demain les fossiles auront disparu, il faudra probablement que le gouvernement demande l'autorisation d'augmenter les taxes sur l'électricité. Si toute l'électricité demain est la principale énergie, ce sera évidemment le cas. Alors en conclusion, je dirais que les prix de l'électricité risquent en effet de s'accroître dans le futur. Moi, je suis plutôt sur cette position, même si dans le futur proche, on peut penser qu'ils vont plutôt baisser par une consommation d'une demande relativement faible ou qui n'augmente pas assez vite, beaucoup d'électricité renouvelable. Mais ne perdons pas de vue qu'il y a le prix du gaz qui va encore jouer un rôle important en Europe. Et le juste prix de l'électricité passe, à mon avis, par deux conditions. La première, c'est comptabiliser le coût complet des renouvelables. Et la deuxième, sur laquelle je n'ai pas eu le temps d'insister, c'est tenir compte des services systèmes rendus par le nucléaire, notamment sur le maintien de la fréquence et de la tension en Europe. Merci. Merci beaucoup.